Bonjour à tous et bienvenue au podcast qui parle Internet, technologie, gadgets. Nous sommes en janvier 2009 et c'est l'épisode numéro 1. Donc bonjour et bienvenue à tous sur ce premier épisode de LRDV, le rendez-vous tech. Comme vous l'aurez compris, le rendez-vous c'est une adresse de site qui n'est pas disponible ni en .fr, ni en .com, ni en rien. Donc j'ai choisi LRDV pour cette émission. L'important c'est pas le nom mais bien le contenu. Alors comme c'est le premier épisode, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant de faire ça, je vais vous présenter mes merveilleux co-animateurs qui sont Yann et Jeff. Vous allez bien les gars ? Ça va. Très bien. Salut. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, moi je m'appelle Patrick, je suis un podcasteur depuis quelques années et je suis évidemment passionné par tout ce qui est technologique et j'écoutais les émissions du style Buzz Out Loud, Tweet de Léo Laporte, etc. Et je me disais que c'était quand même quelque chose qui nous manquait dans notre beau pays, dans notre belle France. Et puis comme ça n'existait pas, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Tant qu'à faire, il n'y a pas de raison. Donc on va parler ici de tout ce qui est technologie, Internet, gadgets, technologie en général, donc Apple, Microsoft, Yahoo, Google, que ce soit dans l'industrie, dans la technologie, enfin dans la technique, le matériel un petit peu, les mouvements d'argent, enfin tout ce qui et de personnes, tout ce qui peut nous intéresser. On va pas rentrer trop dans le détail du matériel en lui-même. Je veux dire, il faut pas vous attendre à avoir dans cette émission des numéros de modèles de disques durs. Comme je le dis sur le site, il y a des sites français qui le font très bien et beaucoup mieux que nous. Mais par contre, tout ce qui a rapport à la santé de Steve Jobs, le renvoi quasi de Jerry Yang et ce genre de choses, qui sont deux des sujets dont on va parler aujourd'hui, vous y aurez droit. Et avant de se lancer dans les sujets, donc, pour parler un petit peu plus de mes co-auteurs de mes co-animateurs que vous avez entendus, je vais leur laisser quelques secondes pour qu'ils en disent plus sur eux-mêmes. On va commencer par Yann, tiens. Allez. Yann, qui es-tu ? Effectivement, je m'appelle Yann, donc je suis podcasteur également comme Patrick. Ça fait un petit peu moins longtemps que j'ai commencé cette aventure, mais voilà quoi. Je fais un podcast qui est dédié à World of Warcraft que vous connaissez peut-être, qui s'appelle bandenoobs.com. Et sinon, je suis donc développeur spécialisé sur les technologies Microsoft. Donc, je travaille beaucoup avec le C#, les nouvelles interfaces utilisateurs. Je suis ce qu'on appelle un pro Microsoft, même si j'ai un Mac et que j'aime beaucoup ce que fait Apple, mais l'essentiel de mes activités professionnelles sont basées autour de la plateforme de Microsoft et des logiciels de Microsoft. Voilà. Windows au bureau et OS X à la maison, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc tu seras notre voix un petit peu sur le terrain, puisque tu connais le monde du développement en général. En oui. général, ouais. Ouais, je vais essayer de donner mes points de vue là-dessus, ouais. Et Jeff, toi tu seras un petit peu notre avion qui vole dans les hautes sphères, puisque tu es plutôt dans la finance, si j'ai bien compris ce que tu fais. Tu l'as bien compris. En fait, j'avais bien commencé et bonjour à tous. Je suis Jeff. J'habite à Palo Alto. Et comme Yann, en fait, j'ai commencé en tant que développeur dans une start-up qui faisait des logiciels financiers. Et après une dizaine d'années, j'ai mal tourné. Je suis devenu capital risqueur. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 8 ans. Installé donc à Palo Alto en Silicon Valley. Et ce que je fais au jour le jour, en fait, c'est d'essayer de trouver des startups intéressantes dans le monde de l'internet, donc du web 2.0, et j'ai fait à ce jour 55 investissements, soit en tant que business angel, soit au travers de mon fonds. Et ce que j'essaie de faire, donc, c'est d'aider ces entrepreneurs, une fois que j'ai investi, à se développer et à monter des succès. D'accord. Mais donc, comme les gens l'auront sans doute compris, tu es au cœur de la Silicon Valley, à côté d'Apple. En plein milieu. Voilà.
D'accord. À côté d'Apple et à côté, j'ai Facebook en ligne de mire là depuis mon bureau. D'accord. Et finalement, t'es pas si mal tourné que ça. Finalement, tu dis que t'es passé de développeur il à un brasse autre de domaine. l'argent. Mais... C'est Bah un, oui, c'est voilà. un capitaliste. Tiens, avant qu'on se lance dans les sujets précis de cette émission, on en a sélectionné une certaine quantité. Est-ce que la récession, on sait qu'il y a eu beaucoup de layoffs, ça y est. Alors, petite parenthèse, on risque d'avoir des anglicismes constants. Et d'ailleurs, Jeff, tu me disais que ça fait tellement longtemps que tu es aux États-Unis que tu as pris l'habitude de parler à moitié en anglais, n'est-ce pas ? Oui, en fait, ça paraît bête, mais c'est vrai que j'ai quand même perdu une bonne partie de mon français et surtout, il y a pas mal de vocabulaire que j'ai pas en français. Donc bien souvent, je veux dire, et comment on dit, genre broadband, tu vois, le haut débit, D'accord. ça, j'arrive pas à le faire rentrer. Okay. Et c'est vrai que les layoffs, donc le fait que les gens perdent leur boulot, c'est quelque chose que l'on vit aujourd'hui, même dans la vallée au jour le jour, puisque il se passe pas une journée sans qu'une boîte de l'internet, petite, moyenne ou grande, annonce qu'ils ont viré une dizaine de personnes, une centaine de personnes, quelques milliers de personnes. Généralement, ce sont des coupes de l'ordre d'une dizaine de pourcents, de manière à faire face à cette crise qui est, faut le dire, profonde et tout le monde espère que ça va durer 1 an, mais enfin, on ne sait pas trop. Quoi. Ouais. Et c'est des élagages qui sont pour tenir, ou c'est des élagages, pour tenir pour l'avenir, ou c'est vraiment des coupes nécessaires maintenant déjà pour garder la tête hors de l'eau ? Je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que dans le contexte, il y a 8 ans, on a connu une première bulle et l'éclatement d'une première bulle Internet. Et donc, à l'époque, les entreprises n'avaient pas réagi suffisamment vite et suffisamment fort. Ouais. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, c'est tout à fait le scénario et on va prendre les choses en main et on va essayer de couper une fois de façon un peu plus drastique. Et donc, c'est là que tu vois une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents des forces vives d'une entreprise qui sont mises à la porte. Donc, c'est préemptif. C'est-à-dire que si jamais ça tourne vraiment au vinaigre, ce qui est toujours possible, c'est pas évident que ce soit les seuls élagages que l'on voit, quoi. D'accord. Bon, justement, à propos de crise, on va se lancer maintenant dans le cœur de l'émission, les différents sujets qui ont retenu notre attention ces derniers mois. Et le premier, c'est un truc, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, mais c'est les mésaventures de Jerry Yang de Yahoo. Les auditeurs les plus avertis connaîtront toutes les péripéties qui lui sont arrivées, mais pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails, on peut peut-être rappeler ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, presque 1 an, Microsoft avait une très forte envie de racheter Yahoo. Ils avaient proposé un prix qui était intéressant, mais Jerry Yang a soutenu mordicus qu'il valait plus, et ils ont refusé totalement le rachat par Microsoft. Ils ont essayé de se rapprocher de Google pour éviter ce rachat. Il s'est débattu dans tous les sens. Et d'un certain côté, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était malade parce que Yahoo n'allait pas si bien que ça. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions, mais ils n'ont pas su monétiser ces différentes startups qu'ils avaient achetées. Mais d'un autre côté, c'est quand même son bébé Yahoo à Jerry Yang. Donc je pouvais comprendre qu'il n'ait pas envie de se faire happer par le géant Microsoft. C'était un petit peu... Moi, mon cœur était un petit peu avec lui quand même. Mais... Je sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a essayé de tirer un maximum de profit de cette proposition de Microsoft. Parce que je crois que Microsoft proposait pas moins de 50 milliards de dollars quand même. Donc c'était une belle somme. Et si aujourd'hui il est là où il est, c'est un peu parce que les actionnaires n'étaient pas vraiment très satisfaits de sa façon la façon dont il a géré les choses, quoi. Et ça a foiré. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est que Microsoft avait mis une somme énorme sur la table. Il a refusé. Il a dit non, c'est bon, nous on vaut beaucoup plus, on va se démerder, on va faire des trucs. Et ce qui s'est passé, c'est que l'action a replongé. Je crois qu'elle est à combien? Peut-être que Jeff, tu sauras, elle est à $12 en ce moment, 8. Quelque chose comme ça. 8. J'ai même plus fait attention depuis que j'ai vendu en fait ma stock ils ont perdu 50% en 2008. Voilà. Yahoo a perdu 50% de sa valeur. Ils sont à 11 là. Ils sont à 11 et en fait l'offre de Microsoft était à $31. Voilà. Et à l'époque,
Ils voulaient 36. Et à l'époque, ils essayaient d'avoir, d'abord 36, après 33, et finalement, ils ont fait tourner Microsoft en bourrique, puisqu'en fait, ça a été une négociation qui s'est fait quasiment, je veux pas dire en public, puisque c'était pas en public, mais c'était quelque chose que les médias, en fait, suivaient de façon très proche, et c'est vrai que c'est une erreur, enfin, je pense que, c'est pas uniquement Jerry Yang, c'est-à-dire que c'est pas lui tout seul qui a décidé d'aller contre son board, contre son management. Je pense que les gens qui travaillaient pour lui, dont Sudeker qui est parti donc de Yahoo la semaine dernière, qui était son bras droit, son président, a essayé de pousser pour un plan de relance interne qui aurait amené Yahoo à bien plus que cette valeur de 31 ou 33 dollars par action. Et je pense qu'à l'époque, tout le monde disait que c'était vraiment n'importe quoi ce qu'ils essayaient de faire, même si en fait, voir Microsoft mettre la main sur Yahoo posait quelques soucis aux internautes. Je pense que grosso modo, en tant qu'actionnaire, je peux te dire que j'aurais été content. Et aujourd'hui, Yahoo à 12 dollars, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, quoi. C'est clair. Et donc, comme on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, les membres du directoire ne savent pas tellement ce qu'ils vont faire non plus. Mais par contre, ils savent ce qu'ils ne vont pas faire, c'est garder Jerry Yang à la tête de la société. Donc, il va quitter la direction de Yahoo. Il est mis à l'écart. Il reste au board, je crois. Enfin, il reste dans la société en tout cas. Il aura un rôle mineur. Il n'est pas impossible qu'il s'en aille d'ici quelques mois. Et il est remplacé par Carol Bartz, qui est une vieille de la vieille, je sais pas si on peut le dire, de l'informatique, et qui travaillait qui était à la tête de Autodesk, et qui est une vraie organisatrice, quoi. Elle, a priori, ce que pensent tous les observateurs, c'est que elle va remettre de l'ordre dans Yahoo, et couper là où ça ne fait pas d'argent, mettre en valeur les choses qui font de l'argent. Et a priori, les réactions étaient plutôt positives. Elle va sans doute remettre les choses en ordre, parce que c'est vrai qu'Yahoo part un petit peu dans tous les sens en ce moment. Quelque chose à ajouter sur cette brave Carol qui va remplacer Jerry ? Je pense que globalement... Vas-y. Non. Enfin, moi, j'ai lu rapidement sur Internet le parcours de Carol, qui est très impressionnant. Effectivement, moi je pense que c'est une bonne chose pour Yahoo. De toute façon, je pense pas qu'ils peuvent descendre plus bas qu'ils le sont déjà. Elle a été acclamée un peu partout en disant que c'était vraiment quelque chose de bénéfique pour Yahoo. Personnellement, je ne pense pas, en tant qu'utilisateur de moteur de recherche, je dois avouer que dans les 5 dernières années, j'ai jamais utilisé Yahoo comme moteur de recherche. Ouais. Je n'ai jamais utilisé une fonctionnalité, si ce n'est Yahoo Pipes. Je sais pas si vous connaissez, qui est un petit qui est vraiment sympathique, qui permet de faire un agrégat de flux RSS. Ouais, Yahoo Pipes, je crois que c'est l'un des trucs vraiment innovants que Yahoo a sorti de ses labos, alors que Google sort des trucs tous les mois, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de solutions comme ça, puisque je pense pas qu'ils arrivent, s'ils continuent à persister en mettant tout leur argent sur un moteur de recherche, ça va être difficile pour que les gens puissent basculer de Google à Yahoo. Je pense qu'il faut justement essayer d'enrichir les fonctionnalités telles que Yahoo Pipes et d'autres produits comme ça qui peuvent investir. Le plus ironique, c'est qu'ils ont racheté plein de startups prometteuses dont ils n'ont rien fait du tout. C'est vrai. Enfin bon. Ça, malheureusement, c'est vrai. Et une des startups dans laquelle j'avais investi, MyBlogLog, est une des boîtes qui a été rachetée par Yahoo et une des boîtes dont ils ont rien fait, malheureusement, alors que c'était une boîte qui était vraiment très intéressante et que on aurait vraiment pu en faire quelque chose si on l'avait pas vendue. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Et là où, juste pour reprendre ce que disait Yann, Yahoo Pipes, c'est des choses qui sont intéressantes. Malheureusement, ça avait été développé dans le cadre d'une activité de R&D, enfin une espèce de groupe à part qui s'appelait Brickhouse, et malheureusement ce groupe a été arrêté puisque en fait les gens qui le menaient ont petit à petit disparu de Yahoo, et c'est ça en fait un des gros problèmes que Yahoo a aujourd'hui, c'est que une grande partie de leur talent c'est à migrer sous d'autres cieux, que ce soit chez Google ou à d'autres endroits dans l'industrie. Et un des problèmes que Bartz a, qui est une comme tu le disais, une manager très talentueuse, c'est qu'il faut qu'elle reconstruise en gros une équipe de management, une énergie, et dans un monde en fait qui n'est pas vraiment le sien. C'est-à-dire que c'est pas une nana qui a grandi avec Internet, c'est pas une nana qui a une expérience du monde des médias ou de la pub. Par contre, c'est quelqu'un qui sait s'entourer en fait de gens de talent. Et je pense que
il semblerait qu'elle soit extrêmement comment dire Tu vas nous sortir active. Un mot anglais là. Non, je vais pas dire un mot anglais. C'est en fait, ce matin, il disait dans un article, she's cutting through the bullshit like a knife. Donc, elle sait voir au travers des trucs corporate typiques Yahoo. Et en fait, elle est connue pour avoir un langage assez cru et pour avoir des manières de management assez directes. Et je pense que l'environnement Yahoo aujourd'hui, c'est clairement un endroit où il n'y a pas eu suffisamment de décisions prises ou de leadership à l'intérieur de la boîte, et je pense que ça peut être un électrochoc qui est positif. Pour reprendre ce que disait Yann, par contre, je pense que je suis d'accord, la bataille du search, la bataille du moteur de recherche, c'est fini, c'est Google qui a gagné, ou du moins c'est Google qui a gagné ce tour-là, et il faut que Yahoo réussisse à trouver au travers de leurs des différents domaines dans lesquels ils sont présents, quel est celui sur lequel ils vont se baser. Ouais. Je crois qu'ils ont quand même, c'est pas eux qui ont 20% quand même encore de la recherche, du marché de la recherche sur Internet. C'est pas négligeable non plus, quoi. Enfin, c'est 80% qui n'ont pas. C'est sûr. Il y a plus de 60% chez Google et le reste chez Microsoft. Ouais. Mais sur les 500 millions d'internautes que Yahoo voit chaque mois, il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose qui les amène là et qui les fait rester là. Ouais. Et c'est ça en gros leur problème. Bon, moi, en tout cas, j'ai une pensée pour Jerry Yang parce que c'est quand même quelqu'un qui a amené cette société là où elle est aujourd'hui et qui a eu des heures d'une gloire absolument insensée il y a quelques années, et aujourd'hui, il se fait mettre à l'écart de sa propre boîte. C'est un petit peu décevant. Il est pas vraiment à l'écart, il est toujours impliqué, il travaille toujours là-bas au jour le jour. Combien de temps ça va durer ? On sait pas. Bah, si tu veux, il serait peut-être temps aussi que. Oui, non, c'est sûr. Il a fondé la boîte, enfin il a lancé la boîte en 93. Le fonds dont je faisais partie était en fait un des deux fonds qui a mis de l'argent dans Yahoo dans son Series B en 95. Ouais. Et Jerry Yang était là et ils sont passés au travers d'un certain nombre de CEO. Bon, je veux dire, le mec, faut pas pleurer pour lui. Hein. Il vaut toujours plusieurs milliards de dollars. et je pense qu'à un moment, il serait peut-être bon comme Pierre Omidyar ou Bill Gates qui prennent un autre chemin, quoi. À propos de personnes qui prennent un autre chemin, on va parler de Steve Jobs, et avant ça on va parler du Macworld de ce début d'année, dont beaucoup de gens ont dit qu'il était très décevant parce qu'il était le keynote était présenté par Phil Schiller d'Apple évidemment. Et c'est sans doute l'avant-dernier Macworld parce que Apple se retire de ce salon à partir de l'année prochaine. C'est un salon un petit peu légendaire, mais visiblement ils n'ont plus trop d'intérêt financier à y aller. Mais beaucoup de gens attendaient des annonces incroyables et finalement il y en a. Les gens étaient déçus. Alors que moi, j'ai pensé qu'il y avait une annonce qui était assez révolutionnaire, c'était la fin des DRM sur la musique vendue par Apple sur son iTunes Store, qui a évidemment une hégémonie totale sur la vente de musique en ligne. Et ce que ça veut dire concrètement, puisque d'autres magasins comme Amazon, au hasard, vendent de la musique en MP3 sans DRM, ça veut dire que les maisons de disques ont abandonné finalement l'idée d'avoir des DRM qui restreignent l'accès et l'utilisation de la musique. Et moi, j'ai trouvé ça énorme, et visiblement, les journalistes technologiques n'ont pas trouvé ça spécialement impressionnant. Donc, moi, ça m'avait marqué. Moi, je dois avouer que c'est pas ce qui m'a le plus marqué dans cette keynote. Moi, c'est surtout ce qui m'a le plus marqué, c'est le MacBook Pro 17 pouces qu'ils ont annoncé. Je dois avouer que c'est ce qui a retenu le plus mon attention. Je sais pas si ce qui a retenu le plus l'attention de Jeff, quoi. Mais moi, c'est ce que j'attendais le plus. C'est juste un MacBook de plus. C'est pas spécialement. Il est bien. Hein, mais... c'est un MacBook qui a 8 heures d'autonomie, qui a une batterie, certes pas amovible, mais 8 heures d'autonomie, t'imagines, dans un avion, 8 heures de vol, 8 heures de DivX, je trouve ça bien, moi. Enfin, je sais pas, et puis il a un beau look, il est sympa. L'ancien modèle... Il manquerait plus que les produits Apple n'aient pas un beau look. Ouais, c'est vrai, mais je dois avouer que le côté DRM, les news qui ont circulé, ça n'a pas retenu mon attention plus que ça. Jeff, je pense que, alors déjà, moi je n'aime pas le clavier
Oh, ce nouveau MacBook. oh ouais, Personnellement, t'arrêtes. je préfère l'ancien. J'aime bien le fil des Le tout touches argent, là. j'aime pas, voilà. Et j'aime pas le nouveau. Mais bon, ça c'est personnel. Je pense que le problème c'était quoi? C'était que tout le monde se posait la question de qui est-ce qui va faire les annonces, quel est le statut de Steve et de sa santé, etc. Et donc ça a pris en quelque sorte précédence sur l'importance des news qu'on a entendues. Bon, c'est vrai, il y a le côté DRM, il y a quelques fonctionnalités sympas dans iLife et dans les photos, etc. Mais il y avait rien en fait des visages est intéressant, quoi. Ouais, et puis le géolocalisation. géotagging automatique aussi. Mais bon, ça fait pas bouger les foules, quoi. Et je pense que la combinaison faisait que c'était pas super actif. Mon copain Ryan Blocks a fait il était déçu. le blogging live en fait du truc, et il n'a pas été super enthousiaste. J'ai parlé avec Peter Horace la semaine dernière à New York. Le mec il dit cette année c'est entre CES et Macworld, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ouais. Justement, donc on évoquait l'absence de Steve Jobs. Le feuilleton, alors encore un autre feuilleton qui a tenu la Silicon Valley en haleine pendant ces derniers mois, cette dernière année, c'était la santé de Steve Jobs qui, comme tout le monde avait pu le remarquer, semblait se dégrader depuis à peu près un an. Et enfin, il a fait une annonce disant que, alors l'année dernière, ils avaient dit oui, c'est une simple grippe, et là, ils ont reconnu que c'était plus que ça. Ils ont dit qu'il y avait un déséquilibre hormonal et qu'ils avaient identifié le problème. Et ensuite, ils ont dit que le problème était un petit peu plus sérieux que ça, sans donner plus de détails. Mais par contre, le truc qui fait mal, c'est que Steve Jobs va devoir là aussi quitter Apple pendant quelques mois. Ils ont annoncé 6 mois de congé sabbatique. Évidemment, ce que tout le monde a pensé, c'était est-ce que le cancer est revenu, et est-ce que lui, Steve Jobs, va revenir à Apple après ces 5 ou 6 mois. Et au-delà de ça, l'énorme question, c'est est-ce que Apple peut survivre sans Steve Jobs? Non. Commentaire. Ouais. Non. Enfin, moi, pour revenir sur le premier point par rapport au fait que ce keynote était décevant, je me demande effectivement si c'est pas aussi de par l'absence de Steve Jobs que c'est un magicien. Finalement, c'était le keynote, c'était Steve Jobs. Les gens venaient pour voir Steve Jobs et peut-être que si c'était lui qui avait fait la présentation, les gens auraient été plus séduits par les nouveautés d'Apple. Moi, je veux dire, le même keynote présenté par Steve Jobs, tout le monde aurait trouvé ça merveilleux, quoi. Ouais, limite, je pense que non, je pense pas. Il y avait rien qui allait faire bouger les foules. Je veux dire, c'était objectivement, peut-être qu'il aurait construit une argumentation autour du DRM free qui aurait pu être intéressante, puisque c'est quelque chose qu'il a dû défendre depuis l'introduction de iTunes. Mais bon. Mais alors, la dernière présentation qui avait été faite, il n'était pas tout seul sur l'estrade. Il avait Phil Schiller et puis il avait un autre Gus avec mais lui déjà aussi, parce qu'il commençait à être, moi mon impression à l'époque c'était qu'il commençait déjà à être fatigué, à ne pas tenir, mais Apple sans Steve Jobs, Yann, tu dis ils peuvent pas continuer comme ils ont. Non. Pour moi, Phil Schiller, c'est un peu le Robin, quoi. C'est Batman et Robin. Et pour lui, il reste que Robin. Et moi, je trouve qu'il a pas du tout le même charisme. Et le problème, c'est que Apple, ça c'est un point de vue purement personnel, mais pour moi, Apple n'existe qu'à travers Jobs, alors que Microsoft n'existe pas à travers Gates. Et c'est pour ça que je pense que quand Bill Gates est parti, ça n'a pas le même impact, je pense, au niveau de Microsoft, alors que Apple, c'est aussi une boîte hardware, et quand on pense au hardware, on pense à l'iPhone, on pense à l'iPod, on pense au Mac, etc. C'est toujours on a toujours l'impression que c'est Jobs qui se trouve derrière ces idées novatrices, et forcément quand on enlève Jobs, on se dit Phil Schiller, est-ce qu'il aura ces mêmes idées, est-ce qu'il poussera des projets novateurs comme ça? Et honnêtement, je le vois pas. Le truc, c'est que beaucoup de gens ont dit qu'il avait préparé donc son départ beaucoup plus que la dernière fois
en tout cas, quand il a eu son cancer en 2004, je crois, ils ont eu très très peur. Et là, ils préparent les choses et il y a des gens comme Schiller, comme Jonathan Ive, qui est le designer en chef, qui a un air de malade mental, mais qui est ce génie un peu fou, qui moi m'a beaucoup plu. Enfin, est-ce qu'il a pas réussi à mettre en place une équipe pour lui succéder, quoi? Oui, je pense. Enfin, objectivement, l'impact de Jobs est énorme sur Apple, puisqu'il a une vision maladive du produit. C'est un maniaque en fait sur un certain nombre de choses, et donc il est capable à lui tout seul de faire changer en fait des équipes de design, des équipes de développement sur certains points. Mais je pense que c'est quand même une boîte qui a une infrastructure, qui a beaucoup de managers de talent, et je pense pas que Apple arrête d'innover, même si Jobs s'arrêtait de travailler là-bas. Ce serait une nouvelle ère, ce serait en fait un nouvel Apple. Mais je pense que aujourd'hui, Apple, c'est pas Jobs qui va avoir toutes les idées, c'est pas Jobs qui va faire tous les designs, c'est pas Jobs qui va tout faire. Il va simplement avoir un contrôle de fer sur le processus. Et c'est vrai que on le manquerait. Mais de là à ce que Apple n'existe plus, là, je suis pas d'accord. Je pense que ce sera un nouvel Apple. Bon, on aura la réponse d'ici 1 ou 2 ans. Enfin, de toute façon, il y a certainement des projets qui sont déjà en cours, donc on ne sentira pas véritablement les conséquences du départ de Jobs, s'il ne revient pas. Il est possible qu'il revienne, mais les conséquences du départ de Jobs avant au moins 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Ouais. À propos d'Apple et de l'iPhone, ici en France, on a eu une décision de justice en fin d'année dernière qui autorisait les autres opérateurs qui n'avaient pas le contrat d'exclusivité avec Apple à vendre l'iPhone. Donc Bouygues et SFR devraient être autorisés à vendre l'iPhone, mais on n'a toujours rien vu. Alors on ne sait pas pourquoi exactement. Est-ce qu'ils ont des difficultés à s'approvisionner, à trouver un accord avec Apple ou à... On ne sait pas très bien, mais cette décision est unique au monde en tout cas. Et on ne le voit nulle part ailleurs. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler aux États-Unis, Jeff. Et est-ce que vous en pensez ? Très très peu en fait. J'en ai entendu parler par mes copains d'Orange qui sont pas contents du tout. Parce qu'en fait je les ai croisés et ils m'en ont parlé parce que c'était clairement leur préoccupation. Mais c'est vrai que aujourd'hui l'accord qui existe aujourd'hui avec AT&T, puisque c'est le seul opérateur qui a l'iPhone. C'est un contrat, ça fait l'objet d'un gros montant d'argent et d'un accord entre Apple et AT&T, et j'ai du mal à voir comment la justice peut défaire ça, puisque c'était un accord, c'était un contrat quoi. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que Orange va récupérer un peu des sommes monstrueuses qui sont payées à Apple, etc. Ou est-ce que en gros ils se retrouvent le nez dans la farine en ayant payé très cher et avec des concurrents avec le même téléphone quoi. Écoute, si t'as les détails, tu pourras nous en faire part et on le révélera au monde. Toujours dans les téléphones portables, il y a eu la grosse nouvelle du CES, donc du Consumer Electronics Show de Las Vegas, toujours en début d'année, à peu près au moment du Macworld. C'était le retour d'un revenant, vraiment. Palm, qui a présenté son Palm Pre, PRE, qui est son nouveau téléphone, avec surtout son nouvel OS qui s'appelle WebOS, qui est censé être absolument incroyable. L'ensemble de la presse informatique s'est pâmé devant ce nouvel appareil, surtout devant le software, le hardware est moyen, mais bon. Et moi, j'avoue que j'ai vu un petit peu les vidéos du téléphone en train de tourner, et je comprends pas très bien pourquoi c'est aussi ils ont été tellement séduits. Alors peut-être qu'il faut l'avoir en main pour comprendre, mais est-ce que vous en avez vous en savez un peu plus, vous savez pourquoi c'est aussi incroyable? Alors vas-y Yann, éduque-nous. Déjà au niveau de la taille, il est légèrement plus petit que l'iPhone.
mais l'écran n'en demeure pas moins très beau, et en termes de taille d'affichage, on n'est pas loin de l'iPhone. Et surtout, déjà, moi, ce qui m'a séduit, c'est le fait qu'il y ait du vrai multitâche. C'est pas comme l'iPhone où quand on quitte une application, il garde juste une capture d'écran de l'application et il nous donne l'illusion, en fin de compte, que nos applications tournent en même temps. Ce n'est qu'une illusion. Sur le Palm Pre, on peut vraiment avoir plusieurs applications qui tournent en même temps et basculer d'une application comme ça avec un glissement de doigts. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont se débrouiller avec les problèmes de licence et de brevets, etc., parce que c'est vraiment pompé dessus. Mais de niveau ergonomique, je trouve que c'est aussi bien, voire mieux que l'iPhone, et surtout, ils ont du copier-coller, Patrick. Oh. Copier-coller. Écoute, moi, je comprends pas cette complainte permanente des gens qui veulent le copier-coller sur l'iPhone. Moi, le mien fonctionne très bien sans copier-coller et ça me dérange pas. Enfin bon, mais est-ce que c'est simplement le multitâche qui fait que le Palm Pre, enfin le WebOS est merveilleux? Parce que le multitâche, il y avait, je veux dire, le Windows Mobile fait du multitâche depuis très longtemps et on sait ce que ça donne. Ouais, mais non, mais le Windows Mobile ne mérite même pas qu'on le mentionne. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur le côté pratique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rendu l'interface intelligente. C'est-à-dire que il y avait une vidéo où le gars disait, voilà, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Donc, la personne est enregistrée dans mes contacts avec son adresse email, son adresse Google Talk, son adresse MSN, etc. Donc, il commence une conversation avec lui via MSN. Et puis brutalement, cette personne se déconnecte et continue de lui envoyer un message, et automatiquement, le message qu'il lui envoie est automatiquement transféré vers sa boîte email. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'utiliser un autre moyen de communication par rapport au nouveau moyen le nouvel état de la personne avec qui il essaie de communiquer. Donc l'interface est très intelligente et s'adapte automatiquement par rapport aux deux interlocuteurs. Il y a plein d'exemples comme ça où ils rendent vraiment l'interface très intelligente et simplifient beaucoup les choses. Et donc la technologie se fond derrière l'interface en fait. Absolument. Voilà, je n'aurais pas pu dire mieux les choses, Patrick. Merci. Le problème, faut pas oublier que Palm a quand même créé et inventé la catégorie du PDA il y a tellement d'années avec le premier Palm et le Palm OS. Je pense que la nouvelle incarnation avec le Pre est quelque chose d'intéressant. C'est bien pour le marché qui est plus de choix que l'iPhone et Android, etc. Je pense que le gros problème, c'est aujourd'hui sur l'iPhone, on va trouver une dizaine de milliers d'applications. Il y a iTunes, qui est un système de distribution qui a fait ses preuves, et en gros, Palm part de zéro. Et donc aujourd'hui, on va vendre un téléphone pour passer des coups de fil, c'est vrai, mais aussi pour tout l'environnement, les applications, l'écosystème qui existe autour. Et partir de zéro, même si on s'appelle Palm, c'est pas évident, quoi. C'est sûr. En tout cas, ils jouent leur va-tout là parce qu'ils étaient au fond du trou et ils espèrent remonter avec le Palm Pre. La première étape est réussie. Les gens sont séduits. Maintenant, il faut voir s'ils peuvent transformer l'essai, quoi. À propos de système d'exploitation, on en revient à Microsoft et à Windows 7, qui est le prochain système d'exploitation de Microsoft qui arrivera après Windows Vista. Windows Vista souffre d'un léger déficit d'image, on va dire. Les gens n'en sont pas très contents. Moi, pour être parfaitement honnête, je l'utilise depuis sa sortie et j'en suis tout à fait satisfait. Mais je pense que je suis l'un des seuls qui soit content de Windows Vista. Non, moi aussi, je suis vraiment très satisfait de Vista. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est vrai qu'il est beaucoup plus lourd qu'XP. Si vous étiez avec XP sur une machine limite et que vous basculiez sur Vista, forcément, ça passe pas, quoi. Mais je dois dire que je suis assez satisfait de Vista. Ouais. En tout cas, je pense que c'est le problème, c'est qu'en fait, si t'as un gros PC, ça marche bien, c'est convivial, il n'y a pas vraiment de problème. Simplement, si t'as un petit PC, ça rame. Forcément. Justement, Windows 7 est beaucoup plus léger que Windows Vista, d'une part, et d'autre part, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est prêt. C'est-à-dire qu'il est, contrairement à ce qui se passait avec les systèmes d'exploitation précédents de Microsoft, ils ont donné une bêta plus ou moins publique en ce début d'année. Et là encore, tout le monde s'accorde à dire qu'il pourrait être quasiment mis en vente demain et qu'il tourne parfaitement bien et qu'il est finalisé, quoi. T'as pas eu l'occasion de l'essayer, toi, Yann ? Tu l'as installé quelque part Non, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que j'essaie de me faire une partition pour pouvoir
vraiment l'installer et pas me le mettre sur une machine virtuelle. Ouais. Mais par contre, j'ai lu beaucoup d'articles à son sujet. Je dois dire qu'il y a une chose qui me séduit beaucoup avec Vista, c'est le fait que ils ont orienté le système d'exploitation autour du concept de GPU. Je sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est. Globalement, c'est une technologie qui tourne autour de DirectX qui permet d'utiliser la carte graphique, enfin le GPU, le processeur de votre carte graphique, qui est extrêmement puissant, qui n'est utilisé finalement que quand vous lancez un jeu vidéo. Eh bien, d'utiliser ce GPU, même pour vos applications bureautiques, même pour votre antivirus, même pour votre Office ou n'importe quoi. Il faut que l'application, bien évidemment, soit développée pour tirer profit de ces instructions. Excuse-moi Yann, t'as dit Windows Vista, tu voulais dire Windows 7 ou c'est déjà dans Vista? Désolé. Non. Je voulais dire Windows 7, je suis désolé. Mais effectivement, c'est une des grosses nouveautés qu'il y a dans Windows 7. C'est quelque chose qui va arriver également sur Snow Leopard sous forme de OpenCL. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est vraiment un truc qui va permettre même sur une machine très modeste, par rapport au fait que les applications vont tirer profit de la carte graphique et du processeur qui se trouve dessus, les applications vont être beaucoup plus véloces, beaucoup plus responsive, et donc du coup c'est vraiment quelque chose que je suis de très très près. Toi en tant que développeur, ça t'intéresse? Ouais, en tant que développeur, ça me permettra de faire des applications beaucoup plus rapides, et j'espère aussi, c'est la dernière chose, c'est que j'espère que sur Windows 7, ils vont rendre cette UAC beaucoup moins intrusive. Oui, c'est le truc qui pop toutes les 2 secondes pour dire est-ce que vous voulez vraiment supprimer ce fichier, etc. Donc j'espère qu'ils vont rendre ça un petit peu plus intelligent. Ouais. A priori, ils ont fait un pas dans cette direction, et la question que j'aimerais vous poser, c'est officiellement, Windows 7 n'est pas censé sortir avant 2010 et encore peut-être. Mais là encore, je dis souvent depuis le début de cette émission, les journalistes du monde entier s'accordent à dire que, mais c'est vrai, tout le monde est d'accord pour dire que Windows 7 est prêt. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à dire on n'est même pas sûr pour 2010? C'est pour pas donner trop d'espoir pour le cas où ils vont décevoir, ou on comprend pas bien ce qu'ils font là? Je pense qu'ils attendent que le système soit vraiment prêt. Là, ils viennent tout juste de lancer la bêta. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir un maximum de feedback, fixer le maximum de choses. Et puis, j'ai cru comprendre aussi qu'ils n'intégraient pas à la bêta des choses qui n'étaient pas encore complètement prêtes. Donc, je pense qu'il va y avoir encore quelques cycles où ils vont rajouter 2-3 petites features. Mais je pense qu'ils veulent être sûrs de leur coup. Vista a fait beaucoup souffrir Microsoft d'un point de vue image, et ils veulent marquer un grand coup avec Windows 7. De toute façon, Snow Leopard ne sort pas avant un bout de temps, je pense. Donc voilà quoi. Je pense qu'ils veulent bien préparer le terrain et être sûrs de leur coup. Je suis d'accord. Je pense que la version de Windows 7 actuelle est assez impressionnante en termes de stabilité. Je l'ai pas fait tourner sur ma machine, mais je l'ai vu chez Microsoft, et ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air rapide, ça a l'air beaucoup moins gourmand. Le problème, c'est que quand on fait des choses à l'échelle Microsoft, c'est des centaines de millions d'utilisateurs, c'est des dizaines de milliers de drivers de configuration machine à tester, et c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire à la légère, puisque bon, ils sont quand même plantés avec Vista et ils peuvent pas se permettre de refaire la même erreur. Et donc même si c'est prêt aujourd'hui potentiellement, il va leur falloir encore des mois et des mois et des mois pour tout valider, tout tester, tout configurer, et s'assurer que ce sera une release qui sera simple. Donc toi, tu penses pas que tu fais pas partie des gens qui pensent qu'ils vont le sortir cet été, parce que bon, le release candidate, et il y en aura qu'un, arrive, je crois, en mars ou en avril. Après, ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir dessus pendant un an? Non, mais je pense qu'il y a une autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que quand une compagnie comme Microsoft sort un système d'exploitation, ils envoient à tous les éditeurs une documentation comme quoi, voilà, il y a un nouveau système d'exploitation qui va sortir. Voilà le nombre de choses qui ont changé d'un point de vue au niveau du noyau, etc. Donc, vous devez mettre à jour vos applications pour qu'elles puissent tourner de façon, à 100% sur le nouveau système d'exploitation. Windows 7, et les éditeurs sont... C'est Vista reskiné. Il n'y a pas énormément de choses qui changent au niveau du noyau aussi. Écoute, je ne saurais te dire, mais ce que je sais par contre, c'est que les éditeurs sont très très lents, et beaucoup attendent le dernier moment pour pouvoir mettre à jour leurs applications. Et ce qui arrive très souvent, c'est que Windows 7 sort, quelqu'un installe son application, l'application ne veut pas s'installer, c'est Windows 7 qui en prend plein la figure. Voilà, votre Windows 7 n'est pas compatible avec mon application, alors que c'est l'inverse. Donc je pense que Microsoft veut aussi prendre le temps que les acteurs principaux d'un point de vue au niveau des éditeurs logiciels
mettent à jour leurs applications pour que au moins les Symantec, tous les gros logiciels soient à 100% stables sur Windows 7. Il y a aussi ça qui entre en ligne de mire, je pense. Espérons qu'ils ne ratent pas leur coup cette fois-ci et qu'ils se remontent un petit peu avec Windows 7. En tout cas, là encore, c'est un petit peu comme Palm, la première étape est réussie parce que les gens sont plutôt enthousiastes. Ceux qui sont pas très enthousiastes, c'est les Russes par contre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais le gouvernement russe est en train de développer un système d'exploitation officiel russe pour l'usage gouvernemental, entre autres, parce qu'ils ne veulent pas utiliser Windows, simplement parce que c'est un truc qui n'est pas développé par eux, qui a des intérêts étrangers, pour stocker ou faire tourner des machines un petit peu sensibles. Ils font pas tout depuis ils construisent pas tout entièrement, ils vont se baser sur un Linux, mais quand même, c'est un petit peu surprenant, mais bon... Pourquoi pas, a priori, comme il le disait sur Buzz Out Loud il y a quelques jours, si jamais les Chinois avaient développé un système d'exploitation qui dominait le monde, est-ce qu'on serait vraiment confortable et à l'aise avec l'idée qu'ils fassent tourner nos infrastructures militaires, par exemple ? Je pense pas. Non. Ouais. Je pense pas. En tout cas, c'est une grosse victoire pour Linux quand même, parce que de là qu'il y a quelques années, il était encore un petit peu... attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas dire. Je vais m'arrêter là. Cherche tes mots. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était déjà merveilleux mais peu connu il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, il en arrive au stade où un gouvernement va carrément l'utiliser pour son système d'exploitation. Enfin bon, donc je sais pas comment on dit Windows en russe, mais on aura ça d'ici quelques temps. Je ne me risquerai pas à essayer de prononcer. Ça vous inspire pas de commentaires cette nouvelle ? Non, c'est pas. Le problème, c'est tu as comment est-ce qu'ils vont être capables en fait de pousser cet OS russe auprès de différentes compagnies, sachant que la Russie vit dans un système capitaliste. De toute façon, ils sont obligés d'utiliser des outils de marché. Ils ont des partenaires qui utilisent Windows. Enfin bon, c'est. Je suis sûr que Poutine Medvedev saurait être très convaincant. Je lui fais confiance là-dessus. À leur façon. Autre nouvelle qui montre qu'on est dans un monde qui change. Si vous ne le saviez pas encore, sortez de chez vous et vous le constaterez. Le LA Times fait maintenant assez d'argent en ligne pour payer toute sa rédaction. C'est-à-dire qu'il génère suffisamment d'argent en ligne pour ne plus avoir besoin de conserver la version papier. Et on sait tous que la presse est en grand danger aujourd'hui en raison de l'Internet, évidemment. Et plutôt que de se battre contre le net, beaucoup de gens préconisaient l'avancée dans ce domaine également. Et le LA Times, lui, pourrait garder sa rédaction, pourrait faire vivre sa rédaction uniquement avec ses recettes publicitaires du site. Et il faut préciser que ça n'inclut pas toute l'infrastructure, c'est-à-dire la fabrication, la distribution du magazine, du journal papier. Mais bon, c'est quand même une grosse révolution, surtout aujourd'hui en France. On entendait parler de la fin des états généraux de la presse et des grandes difficultés dans lesquelles elle se trouve. Est-ce que vous pensez qu'on aura un jour une presse qui aura fait entièrement une transition vers le net, ou est-ce que on gardera quand même une presse papier pour toujours ? Je pense qu'on arrivera à un modèle hybride, parce que la disparition complète du papier, même si ça risque d'être une conséquence économique plutôt un choix stratégique, on peut très bien le voir. Si le LA Times a réussi à le faire, peut-être que les grands titres qui sont aujourd'hui en grosse difficulté, que ce soit le Chicago Tribune ou le New York Times aux États-Unis, pourront s'en inspirer. La grosse question en fait qui existe depuis le début dans ce débat, c'est est-ce qu'on peut conserver la même qualité au niveau du reportage, la même indépendance. Et je pense que ce qu'on va avoir, c'est une différence entre la presse dite de reportage juste pour faire passer les news, donc qu'est-ce qui est en train de se passer, et la presse d'investigation qui va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire des gros papiers sur des choses plus fondamentales. Et à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera à avoir des modèles économiques qui s'appliquent à ça. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle que les Times soit une des premières grosses publications à réussir à mettre en place cette profitabilité juste au niveau online, quoi.
Et il y a un autre facteur qui fait que la transition risque d'être peut-être plus facile qu'on ne le pensait. C'est peut-être pas les netbooks, mais les livres électroniques du type Kindle d'Amazon, pardon, qui permettent en fait d'avoir une sorte de mini ordinateur qui est pas très épais et sur lequel on peut télécharger tous les jours son journal sans avoir besoin d'aller l'acheter. Ça, finalement, c'est peut-être un compromis qui sera suffisamment proche des deux pour garder en vie tous les journaux, et enfin tous non certainement pas, mais les plus résilients et garder une qualité éditoriale conséquente. Franchement, moi, je suis un peu réservé sur ça. C'est-à-dire que bon, je pense que c'est effectivement impressionnant qu'ils arrivent à dégager suffisamment de fonds avec la version électronique de leurs journaux, mais quelque part, je me dis que il y a forcément ça ne favorise pas l'emploi. Je joue un petit peu mon rabat-joie, mais c'est vrai que moi, je ne vois pas ça forcément comme quelque chose de bénéfique à 100%. Je me dis qu'il y a des... Oui. Est-ce que tu lis le journal, toi, par exemple? Tu achètes ton journal tous les matins? Le LA Times, non, je dois t'avouer que... mais par contre, quand je prends l'avion, j'aime bien avoir mon petit par image, mon VSD, que je peux enrouler et claquer dans mon sac sans avoir peur de briser un écran LCD ou un truc comme ça. Mais oui, mais les gens ne lisent plus de journaux de quotidien. Là, on parle pas de Paris Match, on parle de vraiment de quotidien, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est discutable. On verra bien. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a une grosse partie de la consommation maintenant qui se fait en ligne. Cela dit, il y a encore des tonnes Enfin, je pense que ce qu'on va voir, c'est peut-être des éditions papier qui seront moins épaisses, qui seront peut-être focalisées plutôt sur des choses de reportage. Peut-être que ce sera pas du journalier, mais peut-être des choses plus sur la semaine pour avoir une synthèse de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un modèle hybride en fait que l'on peut trouver. Une chose aussi que je vois arriver dans certaines dans des choses plutôt verticales. C'est l'intégration de tout ce qui est contribution des utilisateurs. J'ai investi récemment dans une boîte qui s'appelle The Bleacher Report, qui va prendre les contributions de 2500 passionnés de sport. Bon, aux États-Unis, le sport c'est quelque chose d'énorme, basket, football américain, etc. Et donc on a 2500 journalistes qui vont, journalistes, des gens comme vous et moi qui vont contribuer à sur ce site, et après on va syndiquer les meilleurs papiers sur les grandes agences de presse américaines, et ça c'est un modèle qui peut être intéressant et qui pourrait se déployer au travers de différents verticaux. Mais qui pose également la question de la qualité du journalisme, parce que il y a certainement des gemmes dans l'eau, mais est-ce qu'on peut réussir à les trouver? Si tu veux, ce qui se passe, c'est que c'est la communauté, c'est un peu comme Dig, ce site dig.com qui te permet de voir quelles sont les news ou les articles les plus populaires. En fait, c'est la communauté qui, par son activité sur le contenu, va définir quels sont les trucs de meilleure qualité, et c'est ça en fait qui va être syndiqué en priorité. Donc je dis pas que c'est la solution, mais en tout cas c'est une solution intéressante dans un monde où il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer en fait tous ces journalistes qui en fait vont contribuer peut-être quelques papiers par jour ou par semaine. Et je pense que c'est pour ça qu'un modèle hybride, pour moi, est celui qui régnera en fait dans ce monde entre le nouveau média et l'ancien média. Ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir y avoir une transformation, et le modèle de l'ancien monde ne peut plus fonctionner, mais ça, on le savait déjà depuis un moment. Et à propos de modèle d'ancien monde, ma transition m'étonne moi-même par cette qualité. On a eu encore des nouvelles de Trent Reznor, c'est-à-dire de Nine Inch Nails, qui a pris l'habitude de donner ses morceaux de musique gratuitement avant de vendre ses albums, donc de les donner sur Internet. Et ben là, il a fait encore plus fort, parce qu'il avait fait filmer tous ses concerts de sa dernière tournée, ou quelques concerts de sa dernière tournée, par je ne sais plus combien de caméras, mais enfin genre il y avait une dizaine de caméras ou une vingtaine de caméras. Et ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec les maisons de disques pour sortir un DVD du concert. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en distribution par torrent, donc par peer-to-peer,
les 400 gigas de vidéos de ses concerts. Et il a dit à ses fans, bah écoutez, si vous êtes des monteurs vidéo, vous pouvez télécharger tout ça gratuitement, vous faites un DVD vous-même, vous montez un DVD vous-même et vous pouvez le rendre disponible à tout le monde. Et donc c'est encore un exemple de la puissance de la distribution gratuite par Internet, qui ensuite motive les gens à aller payer pour d'autres produits du même artiste, par exemple. Et évidemment, autant on se dit que c'est quelqu'un qui a tout compris à la manière dont ça doit fonctionner, autant le revers de la médaille, c'est qu'on se dit, lui, il peut le faire parce que c'est Trent Reznor, mais quid du petit groupe qui essaye de se faire connaître, si déjà il donne de la musique gratuite et qu'en plus il va filer les vidéos de ses concerts gratuites, qu'est-ce qui lui reste, quoi? Donc bon, il y avait des réactions ambivalentes là-dessus. Ce qui lui reste, c'est la performance en live, donc c'est le concert lui-même. Et je pense que ce que l'on verra, c'est que les concerts continuent à bien se vendre, parce que les gens, en fait, de voir toutes ces vidéos, d'entendre cette musique gratuite, ça leur donne envie de participer, d'aller voir des concerts. Et en fait, de plus en plus, le modèle économique de la musique, c'est les performances live. Donc je pense que ça, comme d'habitude, en fait, il fait des choses bien en avance du reste du monde de la musique, et donc il est connu pour faire bouger les choses. Mais je pense que c'est franchement quelque chose d'intéressant, et il va très loin en donnant tout. Mais je pense que la notion de partager une partie des concerts, ou de donner peut-être quelques limitations, mais donner vraiment envie aux gens de venir au concert live, là, qui sont vraiment la seule opportunité pour un groupe de vraiment faire de l'argent, c'est quelque chose d'intéressant. Et il faut dire, entre parenthèses, c'est une chose que les gens savent souvent pas, les concerts rapportent beaucoup plus que les disques. La plupart des artistes font vraiment leur argent sur les tournées et pas sur les ventes de disques. Si on a une vue partisane, on peut dire que les maisons de disques se sucrent tellement sur la vente de disques que il leur reste plus grand chose. Et une autre petite remarque qu'on pourrait faire, c'est que l'industrie, au moment de l'invention du disque, avait clamé que c'était la fin de la performance en direct, de la performance live. Et on se disait, mais plus personne ne va aller à un concert si on peut avoir la même chose sur un disque. Donc c'est marrant de voir le retournement de situation aujourd'hui. On peut avoir la même chose gratuitement sur un disque, et donc le seul moyen de faire de l'argent et les seuls trucs qui marchent, c'est devenu les concerts, ou en tout cas ça le sera peut-être dans un avenir proche. C'est une ironie intéressante. J'ai l'impression d'être le seul à le penser, mais je suis d'accord avec moi-même, c'est l'essentiel. Non, je trouve que c'est un formidable coup de pub. Moi, je ne connais pas du tout cet artiste, et c'est vrai que tu connais pas Nine Inch Nails? Ah, du tout. En même temps, je viens de la Guadeloupe, tu comprends. Je vais t'exclure de l'appel immédiatement. Non, mais moi je viens de la Guadeloupe, tu sais, donc à part la compagnie créole et Francky Vincent, je connais pas grand-chose. Mais non, moi, blague à part, je ne connais pas du tout l'artiste, et je salue vraiment cette initiative, puisque je pense que il a tout à gagner avec qu'ils doivent prendre exemple sur ça, et qu'il va gagner en pub. Moi, ça me donnait envie de voir un petit peu les productions qui vont être faites, pas les rushs, pas les vidéos brutes, mais plutôt bien sûr, les premiers montages qui seront faits par la communauté. Je trouve vraiment que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire, quoi. On verra ça d'ici quelques semaines, j'espère. Dernière nouvelle qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est évidemment, on pouvait pas ne pas en parler, l'arrivée du président le plus connecté de l'histoire, avec la cérémonie d'investiture d'Obama il y a quelques jours, qui a généré le plus grand nombre de flux vidéo concurrents de l'histoire, qui était à peu près à 9 millions, je crois. Et en fait, le plus surprenant dans tout ça, c'est que Internet a parfaitement fonctionné. Ça a mis une tension sur le réseau comme il n'y en a jamais eu avant, parce que la vidéo est évidemment beaucoup plus lourde que les pages web. Et il n'y a pas eu d'interruption de service, tout a très bien fonctionné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et toujours à propos d'Obama, donc je disais, c'est le président le plus connecté de l'histoire. Je pense que vous serez heureux d'apprendre, on l'a appris aujourd'hui, qu'il va pouvoir garder son BlackBerry
Ça a été un gros point d'interrogation. Ah, mais ça change tous les jours. À chaque fois que tu écoutes les news, alors au début, non, il faut qu'il rentre son BlackBerry. Le lendemain, bon, d'accord, il a le droit de garder un BlackBerry, mais un BlackBerry pourri. Et puis le lendemain, finalement, il a le droit d'en garder un dernier modèle, mais par contre, c'est que pour ses trucs perso. Enfin, et puis demain, je sais pas, il aura le droit de se balader avec un Mac et faire ses conférences avec. Je sais pas vraiment comment ça va se terminer, mais en tout cas, je pense que, en même temps, c'est lui le patron, hein, donc il décide ce qu'il veut. Il y a quand même des règles. Il faut savoir que tout ça se passe dans un cadre légal qui est extrêmement précis, où en fait toutes les communications du président sont enregistrées dans des archives, et ces archives sont un jour mises à disposition du public au travers de sa librairie, telle que tous les derniers présidents en ont une. Et donc cette décision de ne pas utiliser de BlackBerry, il y avait deux motivations. Un, c'est le problème de l'archive. L'autre, c'est le problème de la sécurité, puisque si on sait qu'Obama utilise son BlackBerry, ou l'Obama-Berry, comme on l'appelle ici, ça risque en fait... ça vous rend fou dans la Silicon Valley, vous. Ça risque d'amener les hackers de tous les pays à essayer de craquer sa boîte aux lettres. Et donc, in fine, ce qui se passe, c'est que il va pouvoir utiliser une version très particulière du BlackBerry, qui est en fait plus proche d'un Treo, qui a été développé par un contracteur américain de la NSA, qui a un protocole d'encryptage et de communication qui est particulier, et donc ça lui permettra de faire le gros de son travail tel qu'il le faisait jusqu'à aujourd'hui. Le truc, c'est qu'en fait toute son équipe a été connecté sur le net, utilise tous les derniers outils, y compris Twitter, au jour le jour. Et c'est vrai que pour tous ces gens-là à qui on va leur enlever une bonne partie des outils, puisque par exemple ils ont aujourd'hui 4 millions de fans sur leur groupe Facebook, et Facebook est interdit à la Maison Blanche, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas accéder au site. Bon, bah, tout ça nécessite en fait une mise à jour de l'infrastructure et des règles avec lesquelles le gouvernement va opérer. Mais c'est pas uniquement pour des raisons, je dirais, d'être complètement retardé que ces règles ont été mises en place, c'est aussi pour des questions de sécurité. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. C'est quand même surprenant que le problème ne soit jamais posé avant, mais en tout cas, c'est, moi je pense, une bonne nouvelle que ça ait été même un problème pour lui. Ça veut dire qu'il comprend le monde de la technologie, et c'est sans doute l'un des premiers qui a grandi avec ça et qui est vraiment immergé là-dedans. Et d'ailleurs, il a annoncé il y a un moment déjà qu'il voulait nommer un CTO pour les États-Unis, pour le pays, un Central Technology Officer. Donc tu peux peut-être nous expliquer Chief Technology Officer. Donc tu peux peut-être nous expliquer le rôle, Jeff. Donc l'idée du CTO, bon, le rôle sera encore à déterminer, mais l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui sera responsable de la politique technologique d'infrastructure du gouvernement, et qui sera un interlocuteur de poids en fait avec les grandes entreprises et les startups aux États-Unis. Et les deux personnes qui ont été mentionnées sont toutes deux en fait d'origine indienne. Une, c'est l'ancienne CTO de Motorola et de Cisco, Padma Warrior, qui est une nana qui est extrêmement reconnue et respectée dans l'industrie. Et en plus, elle s'appelle Warrior, ce qui est quand même pas rien. Et si elle quittait Cisco, ce serait une perte pour eux, mais je pense que ce serait quelqu'un qui ferait au mieux ce rôle de coordination. Je suis pas sûr en fait quel poids exact la fonction aurait, mais je pense que ce sera un rôle fondamentalement important pour que le président puisse soit influencer, soit être influencé par l'industrie. Et typiquement, quand on sait que les États-Unis sont un peu en retard sur tout ce qui est déploiement du haut débit et des choses comme ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu crois que ça va changer votre quotidien, vous, dans l'industrie technologique aux États-Unis? Et est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça également en Europe ou en France? Je pense qu'avoir quelqu'un au plus haut niveau qui comprend fondamentalement la technologie, qui peut en être un défenseur, un avocat, mais également être un interlocuteur de poids, c'est une bonne chose. Tu vis dans un monde technologique, tu peux pas vraiment t'en passer. Aujourd'hui, moi je dis toujours, je prends toujours comme exemple que même étant au cœur de Palo Alto, qui est le centre de la Silicon Valley, je me trimballe encore une connexion DSL à un méga 5 ou 2 mégas pour lesquels je paye 49
$149. Et ma maman qui habite à Tours, dans la région, à Tours, elle a 15 mégas et je crois qu'elle paye 15 €. Et mon fils, quand il va passer du temps chez ses grands-parents, il dit bah dis donc papa, je sais pas pourquoi, mais Internet c'est rapide ici. Donc ça montre, c'est quelque chose, c'est juste un exemple, mais ça montre qu'on est en retard en termes de déploiement du haut débit. Et pour nous la fibre, je veux dire, ici au centre de Palo Alto, il y avait une fibre à 100 mégas qui existait depuis 10 ans, qu'ils ont arrêté, et on n'a pas aujourd'hui des déploiements de fibre tels qu'on les voit en Europe. Mais ça, in fine, c'est un problème. C'est sûr qu'on peut souvent donner l'explication de la densité de population aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus vaste que les villes européennes. Mais Palo Alto, là, il n'y a pas vraiment d'excuse, quoi. En plus, c'est le cœur de la vie technologique du pays. Ok, bon, écoute. Oui, pardon, Yann? Ouais, enfin, je voulais juste rajouter un truc, moi, c'est que moi, ce que j'espère beaucoup avec ce CTO, c'est que il y a une situation qui est assez compliquée aux États-Unis, et en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que il y a une pénurie en profil développeur haut niveau. Il y en a dans le monde, mais le problème c'est que pour que ces personnes, ces Indiens, ces Français, tous ces développeurs qui vivent en dehors des États-Unis puissent venir travailler sur le territoire, ils ont besoin d'un visa qui s'appelle le visa H1B. Et Bill Gates discutait justement avec Bush au niveau de ce visa qui est limité et qui ne peut être émis que, je crois, 130 000 fois par an. Et il discutait et disait que voilà, qu'il y a une véritable situation de crise et que les boîtes n'arrivent pas à recruter de développeurs talentueux qui existent en dehors du territoire et qu'il faudrait faire monter ce quota, enfin qu'il faudrait fournir plus de visas H1B. Et je pense que, enfin, j'espère vraiment que ce CTO pourra sensibiliser le gouvernement par rapport à ça et être proche des entreprises des entreprises IT qui ont clairement ce besoin, et que j'espère que ça va se débloquer à ce niveau-là, quoi. Parce que si tu vas un petit peu sur les sites de IT et de recrutement américain, c'est une véritable pénurie et ils sont bloqués. Ils sont bloqués à ce niveau-là. C'est incroyable de se dire que effectivement les États-Unis, qui sont les leaders dans le domaine, ne puissent pas recruter plus de gens quand ils ont besoin de monde pour continuer à innover et à développer, quoi. Ouais, je trouve ça incroyable. Enfin, bon, ça va être notre dernier sujet pour ce mois-ci. Et puis, avant de se quitter, je vais vous demander à chacun si vous avez un site sur lequel les gens peuvent aller s'ils veulent en apprendre un petit peu plus sur vous. On va commencer par Yann. Écoutez, comme je le disais en intro, donc je suis podcasteur, donc si vous êtes intéressé par World of Warcraft, il n'y a qu'un seul et unique podcast en France qui traite de World of Warcraft. Il s'agit de Bande de Noobs, et non, il y en a deux en fait, mais bon, je pense que Patrick vous donnera l'autre. Et donc bandenoobs.com, tout collé. Et puis si vous êtes plus intéressé par le développement, par des interfaces, des applications avec des interfaces sympas sur Windows Vista, etc. J'ai également donc un site yanallé.com. Je mettrai le lien avec le reste de l'épisode. Ça, ouais. On va poster tout ça. Mais voilà, quoi, c'est mon site personnel où vous trouverez des petits logiciels sympas installés sur Windows, et puis voilà, quoi. D'accord, très bien. Jeff, à ton tour. Alors moi c'est moins rigolo, j'ai un site qui ne parle pas de World of Warcraft, mais de ce que je fais, des investissements etc. sur softtechvc.com avec 2 T, softtechvc.com. Et autrement, pour les gens qui sont intéressés pour suivre ce que je fais ou que je raconte au jour le jour, je suis Jeff sur Twitter. Et on discutait justement avant de commencer à enregistrer l'émission, tu as réussi à avoir le pseudo Jeff sur Twitter, ce qui est assez incroyable comme... c'est un exploit. Comme exploit. On va peut-être pas expliquer aux gens ce que c'est que Twitter parce qu'il nous faudrait la nuit. J'ai fait un article à ce sujet d'ailleurs sur mon blog perso qui essayait d'expliquer aux gens qui ne s'y connaissaient pas vraiment pourquoi Twitter était une telle merveille. Donc si vous avez le loisir et si vous lisez l'anglais, allez y jeter un coup d'œil. Mais c'est sûr que Twitter est un petit peu en train de changer la manière dont les gens communiquent et restent en contact vraiment au long de la journée. C'est un mélange entre le chat, l'email, le téléphone, les messageries instantanées, enfin, c'est vraiment un réseau intéressant. Si vous n'avez pas encore essayé, allez sur twitter.com et donc vous pouvez suivre Jeff sur twitter.com
twitter.com/Jeff et vous pouvez me suivre moi, Patrick, sur twitter.com/notepatrick. Et Yann, donc toi tu n'es pas encore sur Twitter, il va falloir qu'on te force la main, ouais, qu'on te Mais convertisse. tu sais que je lisais un petit article sur Twitter, une petite parenthèse rapidement. Ils ont réussi à développer un petit circuit imprimé que tu plantes dans ta plante et qui permet à ta plante de tweeter. C'est-à-dire que c'est un petit circuit, tu plantes dedans, et ta plante envoie un tweet pour dire... végétal, quoi, un arbre. Oui, voilà, un arbre, et qui te dit, voilà, quoi, j'ai soif. Donc, tu suis ta plante, et quand ta plante te dit que j'ai soif, tu vas l'arroser. J'ai trouvé ça vraiment super marrant. Tu sais que, au-delà de la plaisanterie, moi, je suis intimement convaincu que le système de Twitter et le génie de Twitter va à terme changer la manière dont on communique vraiment, quoi. Autant que le mail ou la messagerie instantanée en leur temps ont modifié la manière dont on restait en contact. Twitter, c'est également c'est un outil qui vient s'ajouter à tous ces anciens outils et c'est une importance grande à ce point-là. Moi, j'en suis convaincu. En fait, la question, et je pense que ça pourrait être quasiment une discussion pour le mois prochain, c'est pourquoi Twitter en tant que service à part plutôt que le message de statut de Facebook qui fait quasiment la même chose. Et je pense que va y avoir des choses intéressantes qui vont se développer dans le futur pour voir comment est-ce que Twitter en tant qu'entité standalone. Bon, je suis un grand fan du service. Mais quand on regarde en fait la fiabilité économique de cette boîte qui de toute façon a un gros accès au marché en termes de sa possibilité de lever de l'argent, on a entendu hier qu'ils étaient encore en train de relever à 250 millions de dollars de valorisation, mais on verra comment est-ce qu'ils arrivent à créer en fait un modèle économique qui marche. Ça, c'est le gros point d'interrogation, comme sur beaucoup de startups californiennes, hein, mais sur Twitter, ils ont un tel succès que la question se pose de manière encore plus pressée. Juste pour conclure, la différence avec le sujet, le statut de Facebook, pour moi, c'est le fait que ça soit complètement asymétrique. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent te suivre sur Twitter et tu n'es pas obligé de les suivre en retour. Donc ça change énormément le fonctionnement la mécanique de fonctionnement de la communication. Mais effectivement, ça serait une conversation très longue et qu'on laissera pour un autre jour, puisqu'on est déjà à plus d'une heure d'émission et que certains d'entre vous ont des choses urgentes à faire. Donc on arrive à la conclusion de l'émission. Donc je voudrais remercier tous les auditeurs de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site lrdv.fr. Ça fait le rendez-vous, quand on le dit très vite, ça fait LRDV, voilà. LRDV.fr. On dit vraiment vite alors. Hein. Ouais, il faut s'entraîner, hein, ça prend un moment. Le LRDV.fr, vous avez l'adresse email qui est, si je ne m'abuse, tech@lrdv.fr. Si vous voulez nous envoyer des commentaires, des MP3 pour nous dire qu'on a raconté n'importe quoi pendant l'émission, nous dire que vous avez aimé ou ce qu'on peut améliorer. On est preneur de commentaires et de critiques constructives. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode le mois prochain. Ah, dernière chose, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou une review sur iTunes parce que ça nous aidera à gagner un petit peu en visibilité. Donc iTunes, le rendez-vous tech, vous allez y jeter un coup d'œil et vous nous laissez un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup et ça nous fera plaisir en plus d'entendre parler de vous. Merci à tous, merci Yann, merci Jeff, et puis on se parle le mois prochain. Jeff, tu seras là ? Ce sera avec grand plaisir. Eh ben écoute, on vous dit pareil pour moi. Au mois prochain et bon amusement et bonne technologie d'ici là. Ciao à tous. Salut à tous. Salut. Ciao.